Salut à tous, merci d'être présents avec nous sur motorcv.com, merci d'être fidèles au débriefing F1 et nous parlons, vous le savez, dans cette émission de ce qui s'est passé la veille sur les pistes du championnat du monde de Formule 1 et aujourd'hui donc on va évoquer le Grand Prix de Turquie, la 4e manche avec Jean-Luc bien évidemment. Bravo, bonne pioche LFB, zéro faute pour le départ. T'as été fort hier pour le commenter. On a essayé, fort on comme a un essayé Turc. fort. Elle est très très bonne, ça attaque fort. Bon, je vais essayer de remettre ça, de remettre l'église au milieu du village, Bon. au milieu du virage comme dit Patrick. Oui, c'est vrai, exact. Bon, alors donc, Jean-Luc, tu vas répondre à quelques questions concernant ce Grand Prix de Turquie, marqué par la victoire de Sébastien Vettel, la 2e place de Marco Webber, c'est donc un doublé Red Bull, vous l'avez compris, et la 3e place de Fernando Alonso. D'ailleurs, tiens, si on commençait par ça, Ferrari sur le podium, Alonso, j'ai l'impression que ça a fait plaisir à beaucoup de monde, et à lui en particulier. Bah c'est clair, de toute manière, on ne peut que se réjouir de voir la Scuderia Ferrari revenir enfin à un niveau qui est digne de sa réputation, de son talent, du potentiel humain, du talent de ses pilotes. Bon, alors là, on n'était pas complètement convaincu après les essais, parce que Alonso est 5e, une nouvelle fois, devrais-je dire, je crois que c'est la 3e de mémoire depuis le début, donc il est à sa place, avec toujours les Red Bull, et puis la surprise, on va y venir un petit peu plus tard, c'est la Mercedes de Rosberg, mais bon, au milieu des McLaren, c'est plutôt très bien, et puis en course, ma foi, il l'a toujours dit, eh bien, elle se montre, cette Ferrari, nettement plus performante qu'elle ne l'est en qualification, avec le talent d'Alonso, avec celui de Massa, même s'il n'a pas le résultat qu'il aurait dû avoir. Globalement, les Ferrari, on va dire, ont progressé, et pourtant, semble-t-il, les bonnes améliorations sont à venir, notamment pour Barcelone, parce qu'il y avait un problème d'étalonnage de la soufflerie. Alors c'est très complexe, très technique. J'entends parler de ça. Je suis à la limite affligé. Enfin, je veux dire, pour une équipe aussi prestigieuse, des moyens aussi énormes. Je suis obligé de faire un petit parallèle et d'être complet jusqu'au bout. Il n'y a pas d'essai privé, comme tu le sais, entre les Grands Prix. Dès que la saison est commencée, il n'y a plus du tout d'essai privé. Ce qui handicape un certain nombre d'équipes, dont Ferrari. Coïncidence, au niveau de la FIA, on a une réflexion en disant est-ce qu'on ne remettrait pas en jeu des essais privés? Alors, ce serait 3 fois 2 journées. Bon, c'est assez limité, mais ça permettrait dans le courant de la saison. Alors là, il reste encore au Conseil mondial à approuver ce genre de réglementation. C'est évident que ça irait bien dans le sens de Ferrari. Je peux me permettre de le dire avant. Ce sera certainement le cas après. Mais bon, ça ne va pas handicaper non plus McLaren et Red Bull. Soyons honnêtes. Bon, en tout cas, belle 3e place d'Alonso, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis avant le Grand Prix d'Espagne chez lui, on imagine évidemment c'est bien. Non, ça qu'il fait va plaisir arriver. à tout le monde. Voilà, tout à fait. Alors bon, le doublé Red Bull, c'est vrai que Vettel, quand on y pense, 3 victoires et une 2e place en 4 courses. Est-ce que quand même, tu t'es un petit peu interrogé suite à son accident de vendredi? Est-ce que tu as été un peu inquiet pour Vettel durant ce week-end? Pas inquiet du tout quand j'ai vu qu'il était vraiment indemne, totalement indemne, parce que tu sais, les pilotes maintenant aussi, pour pas que leurs adversaires aient un argument supplémentaire, bon, ils masquent un petit peu, non, on a vu qu'il était vraiment bien. En revanche, ne pas rouler le vendredi après-midi sur le sec, ça, on sait qu'on trimballe, entre guillemets, un retard comme ça et une séance où tu n'as pas pu travailler, donc c'était un handicap manifestement. Mais Webber a bien travaillé, lui, on échange les informations et puis on a compris. Alors là, la manière dont il a décroché la pole, j'avoue que là, c'était extrêmement impressionnant. Bon, je vous mets 4 dixièmes, y compris à son équipier, plus de 5 dixièmes à tout le reste du plateau. Et je m'arrête, salut, merci les gars, en masquant de surcroît la stratégie, c'est-à-dire en restant dans la voiture et en sortant au dernier moment. Bien joué. Bon, on a vu que Webber a fait pareil. Ils ont été un certain nombre, à juste titre à mon sens, à préserver le train de pneumatique. Le deuxième, maintenant, ça nous enlève aussi un petit peu de suspense en qualif. Ça, c'est un petit peu dommage quand même. Webber, donc, qui assure le doublé, c'est vrai que c'est symbolique parce que c'est sur cette piste l'an dernier qu'il s'était accroché. Bon, il s'était accroché tous les deux, tout... avec un maximum de responsabilité, avec le recul pour Vettel, et pas pour Webber. On est bien d'accord, ça a été admis par tout le monde, y compris par les deux intervenants. Et on avait peut-être tendance à oublier que l'an dernier, ils s'étaient accrochés, donc les deux pilotes Red Bull. Mais juste après, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une bonne petite guéguerre aussi entre Button et Hamilton. On n'a pas été loin de la revoir encore cette année. Ils sont un peu arsouillés. C'était super. Les passes d'armes entre équipiers, j'adore ça, surtout quand ça reste viril mais correct, comme en rugby. Tu vas quand même nous parler de Heidfeld et Petrov dans quelques instants, mais continue sur Hamilton. Pour McLaren, c'est vrai que là, quand on a vu Hamilton, mauvais départ, il se retrouve de mémoire 4e. Il se loupe surtout. Déjà, il se loupe complètement. Voilà. Et donc, il sort, il encrasse les pneus et après, c'est mort. Donc, il glisse jusqu'à la 6e position et naturellement, il se retrouve derrière Button. Et ça veut dire qu'il est obligé d'attaquer son équipier puisque, apparemment et manifestement, en début de course, en tout cas, il est plus rapide que lui. Et Button se défend, il repasse devant. On se dit, oula, mais ça reste correct, honnêtement. Il n'y a pas de coup de, il y a pas de coup de vache, il n'y a pas de déviation de trajectoire. J'imagine que Martin Whitmarsh, dans les stands, devait être un petit peu tendu. Mais bon, les pilotes sont responsables. On a vu également en fin de course, parce que ça recommence.
Fin de course, on voit repasser Hamilton au détriment de Button. Ça Se repasse à nouveau, même très bien, presque trop bien, je dirais. Button a conscience qu'il est moins rapide, il laisse passer Hamilton. Bon, c'est du correct, c'est du sérieux, mais on peut être déçu globalement chez McLaren parce que le résultat n'est pas là. Voilà. Hamilton, écoute, entre cet écart qui lui fait perdre des places et sans doute beaucoup, l'arrêt au stand qui se passe mal, et Button au niveau stratégie, on n'est pas convaincu. On a mal joué. On a mal joué. Parce que je pense que 3 arrêts, c'était peut-être pas si mal, mais il dit lui-même Button, on m'a arrêté trop tôt à chaque fois. Kobayashi le démontre. Oui. Alors le problème, au-delà du nombre d'arrêts, il faut rappeler cet élément très important. Les stratèges de chacune des écuries ont sur un écran les positions respectives de chacune des monoplaces. Quand on arrête une monoplace, et on en connaît aujourd'hui, hormis incident ou accident, tu parlais évidemment le blocage du pistolet avant droit de la roue d'Hamilton, si tu n'as pas d'incident, on sait exactement à la seconde près combien de temps tu t'arrêtes au stand compte tenu de la décélération et de l'accélération. Donc, on sait où tu vas te retrouver dans le paquet. Donc, le jeu également, c'est d'arrêter le pilote à la fois au moment où la décroissance de ses performances n'est pas trop importante pour ne pas le pénaliser sur la piste, et à la fois au moment où il ne va pas se retrouver dans un paquet de furieux, où là, on sait très bien qu'il va devoir batailler comme un... Et là, il va perdre des paquets de secondes également. Donc voilà, c'est double ou triple stratégie. Donc, tu es en train de nous dire que le pilote peut-être ne se rend pas bien compte de ce qui peut l'attendre après. Non. Parce que quand Button dit on m'a arrêté trop tôt, peut-être que McLaren dit oui, mais si on t'avait arrêté plus tard, tu aurais C'est été... exactement ce que je suis en train de te dire, c'est que le pilote, lui, n'a évidemment pas la vision globale du circuit. À un moment, on lui dit arrête-toi, on lui passe le message, bon, il s'arrête. Et il ne sait pas du tout où il va repartir. Et bon, il fait au plus vite, naturellement, il fait le boulot, il ressort à 60, dès qu'il est sorti, il désenclenche la vitesse, il accélère comme un malade, et il se retrouve devant, derrière, au milieu d'un paquet, et là, il peut en subir les inconvénients. Donc ça, c'est un autre aspect de l'arrêt au stand, un aspect induit, je dirais, un aspect consécutif. D'accord. Bon, en tout cas, seulement 4e et 6e Button. C'est très Il moyen. y a de quoi avoir des regrets, c'est vrai. On peut se montrer déçu. Bon, alors j'aimerais là qu'on aborde le cas de 2 équipes qui ont un peu défrayé quand même la chronique hier et qui vous font bien réagir sur le forum. On va commencer par Mercedes. Alors, globalement, Rosberg nous a bien plu sur ce week-end, même si peut-être qu'on sera un peu déçu par sa 5e place finale, je ne sais pas. Mais il y a aussi Schumacher qui nous pose un peu problème là, j'ai envie de dire. Lui-même a l'air méga déçu de sa performance et de ses performances, parce que ça a commencé au qualif, où il s'est fait mettre une seconde par Rosberg, il ne comprend pas. Et en course, Schumacher, alors moi je ne sais pas ce que tu en penses, je souris parce que quelque part, à un moment donné, il vaut mieux le faire, mais il a été impliqué dans tous les mauvais coups, il a été à chaque fois pas dernier en tout cas. Alors, je vais envoyer la soudure, on est là pour ça. J'ai déjà posé la question une fois, est-ce que c'est le bon Schumacher qui est dans la voiture? Est-ce que c'est pas Ralph? Non, c'est pour rire, c'est de la provocation, mais là, il y a un vrai souci, et le vrai souci, c'est non seulement il se fait coller une seconde par son équipier Nico Rosberg en qualif. Alors on va me dire, oui, mais en essai libre, il était devant. Oui, mais d'accord, les essais libres, ça compte pour du beurre. Ça ne sert qu'à mettre la voiture au point. La séance qui compte, c'est la séance qualif. Et là, il prend plus d'une seconde, ce qui est absolument énorme. C'est la sanction, mais absolue. J'ai pas fait tout le plateau, mais je me demande s'il y a une autre équipe où il y a un écart d'une seconde entre équipiers, toute proportion gardée. Après, il dit, je comprends pas. Il dit, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une seconde. Bon, c'est quand même ennuyeux quand tu es 7 fois champion du monde et vainqueur de 91 Grands Prix. Et après, en course, il est nulle part. En course, c'est pareil, c'est pas mauvais. Mais par rapport à un Nico Rosberg qui caracole dans le bon paquet, qui prend un départ d'enfer, qui exploite véritablement sa voiture comme un Schumacher de la grande époque l'aurait fait, la comparaison, et je le dis à chaque fois, elle est toujours avec l'équipier, elle est très cruelle pour Michael Schumacher qui, de surcroît, ne bénéficie plus de l'aura et du respect des jeunes pilotes, ça on le sait depuis longtemps. Je me demande même si c'est pas l'inverse. Mais c'est le sentiment que bien sûr que oui. On voit qu'ils rêvent de s'offrir le scalp de Schumacher et qu'au contraire, ils sont plus que motivés. Des Petrov, des Kobayashi, des types comme ça, mais ils ont Soari aussi. Di Resta, je crois, à un moment, tout le monde part à l'assaut de Schumacher, aussi, et on accroche le scalp, c'est presque, tu sais, comme les avions de chasse, paf, ils ont la petite silhouette du Baron Rouge sur le côté de l'habitacle en disant, lui, je me le suis fait. Oui. Donc là, moi, il y a une vraie question. Alors, ira-t-il au bout de la saison? Je pense que oui, parce que je vois mal Mercedes le descendre de son baquet. Ce serait vraiment un outrage phénoménal et vraiment une fin de carrière tragique, vraiment pathétique, je dirais même. Alors, sur certains circuits, il va s'en sortir. Si la voiture s'améliore, il va s'en sortir. Parce que moi, je rappelle toujours qu'à la grande époque de Schumacher, dès qu'il était impliqué dans une bagarre à couteau tiré au milieu du paquet, il était nettement moins bon.
Il a été bon, oui, Schumacher. c'est vrai, quand tu il l'as- passe, tu- tu l'as souvent dit. tu l'as Ouais. souvent dit. Ouais. Quand il partait devant et qu'il était dominateur, il était impeccable. Personne ne Ouais. pouvait l'approcher. Mais quand il était remis par des incidents ou des accidents au milieu du paquet et qu'il était obligé de se déchirer, il était nettement moins fort. Donc, je suis désolé, mais bon, je vais pas dire ce qu'il a eu. Et il faut toujours dire cette phrase-là parce qu'on respecte infiniment le pilote pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je pense que là, il faut se poser la bonne question. La bonne question, c'est doit-il arrêter? Ma réponse à moi, elle est oui. Voilà. Ok, c'est noté. Et c'est pas des mots anodins. C'est pas de la langue de Oui, bois, oui, hein. tout à fait. Bon. Tu disais tout à l'heure que Martin Whitmarsh avait dû être un petit peu tendu en voyant les passes d'armes Hamilton-Button. Est-ce que tu crois qu'Eric Boulier l'a été aussi lorsqu'il a vu Heidfeld et Petrov pratiquement en venir aux mains, en tout cas avec des gestes de main assez évocateurs? C'est tout à fait ça. Alors, je rajoute un mot sur Schumacher parce que je ne voulais pas l'oublier. Je l'ai défendu l'an dernier, tu t'en rappelles. J'ai dit, il lui faut du temps. Il revient après 3 ans. Donc, je crois que là aussi, il n'est pas d'éloge flatteur sans la liberté de critiquer. Bon, moi, j'ai considéré que Schumacher avait besoin de temps pour revenir. Aujourd'hui, il l'a eu. On a fait la voiture qu'il voulait, on a fait les pneus qu'il voulait. Si ça marche pas, il y a un vrai problème. Le problème, il se situe entre le volant et le moteur, hein, comme on dit. Bon, on revient maintenant à ta question concernant Alors, Petrov-Heidfeld. concernant Petrov-Heidfeld. Rare Bah de oui. voir ça quand même. Ah bah hein. écoute, alors on a pu reprocher à plusieurs reprises, non pas à Petrov, mais là pour le coup à Heidfeld de manquer d'agressivité. Bah là il a été sabre au clair, le pilote allemand, il a compris que de toute manière lui aussi il pouvait être éventuellement sur un baquet éjectable, surtout le week-end où Romain Grosjean, qui est rappelons-le le 3e pilote et le pilote de réserve de Lotus Renault, managé par Gravity, gagne le GP2 de belle manière et se comporte bien. Après avoir Il gagné est- le titre GP2 Asia, Absolument. donc effectivement. Il est là, donc comme un charognard dans le bon sens du terme. Il est dans le fond du stand et il orne sur le baquet. Et il sait très bien que c'est plutôt celui d'Heidfeld qui est en danger. Donc le Heidfeld, comme par hasard, il se retrouve motivé. Écoute, oui, on était là, on était viril et Ouais. limite correct entre les deux, pour reprendre l'expression. Pas un Mais bon. peu, un peu excité, Petrov, non? Enfin, Bah si, mais comme toujours. Ouais, hein. ouais, ouais. Tu Bon, l'as connu d'accord. calme, ce garçon. Bah oui, non, il est chaud bouillant. Oui. Mais c'est ce qu'on attend d'un jeune pilote. Sinon, c'est pas la peine de le mettre dans le baquet Bon, d'une Formule 1. d'accord, très bien. Allez, en 1 minute, 2 questions. Top chrono. Kobayashi, formidable. Exceptionnel, Kobayashi. Alors là, pour le coup, je le dis depuis les 3 premiers Grands Prix de la saison 2009, la Ouais. fin de saison, c'est un type exceptionnel. Moi, il a toutes les qualités qu'on doit attendre d'un jeune pilote. Le talent, évidemment, l'audace, la vista, décomplexé, un bon état d'esprit. Enfin, c'est un type formidable. Moi, chacun de ses Grands Prix me réjouit. Il part dernier, il part avec des problèmes techniques, il remonte, il double je ne sais combien de fois tout le monde, il termine 10 et comme il le dit lui-même, hein, sans un petit problème qu'il a eu, Ouais, il pouvait en terminer plus. 7e. Ouais, Non, tout à fait. c'est Ouais. génial. Là, Ouais. Peter Sauber, Ouais. une nouvelle fois, a su déceler un talent On est formidable. d'accord. Sushi-san, c'est Oui, le surnom de j'ai Patrick entendu ça. Tambay. Voilà, on va D'accord, bon, l'homologuer. Très bien. Et puis je voudrais que tu termines, Jean-Luc, Ouais. parce que tu as eu la chance, c'est une chance, mais d'autres l'auront dès que le film sortira sur les écrans, de voir donc en avant-première le film Senna. Moi j'en entends parler depuis cet hiver avec Oui. vraiment des louanges hein, dans tous les pays où il est sorti. Quel est ton avis? J'ai l'impression que oui. Ah il oui, t'a touché, moi ce j'ai film. été totalement conquis. J'avoue honnêtement que je suis sorti de là avec les larmes aux yeux ou au bord des larmes. C'est un film, d'abord c'est un documentaire, il faut bien savoir, donc c'est pas une fiction, donc ce ne sont que des images d'archives. Alors certes on peut dire, oui on les a déjà vues, pas toutes, je suis désolé, il y a des il y en a, images, ouais. notamment intimes, où on le voit discuter, notamment ce tragique week-end d'Imola, on voit très bien la montée en puissance, et l'atmosphère dramatique, l'ambiance dramatique après la sortie de Barrichello, après l'accident mortel de Roland Ratzenberger. Senna discute avec Sid Watkins qui lui dit tu devrais arrêter et Ayrton répond je peux pas. Donc il y va, il dit viens à la pêche avec moi, tu vois, ça c'est quand même des éléments nouveaux. Et Ayrton qui a le sens du devoir, il y va, mais il y a plein de choses comme ça. Je vais pas raconter tout le film qui dure 1h44. C'est un remarquable reportage. Alors évidemment si on aime Ayrton, faut préparer les mouchoirs comme je le dis dans le blog sur notre site. Hein. C'est quand même très émouvant. C'est vraiment on comprend mieux sa personnalité. Bien sûr c'est une ode à Ayrton. Soyons clairs, Alain Prost est un peu présenté comme le vilain petit canard, la pleureuse et le méchant. Ça fait partie du jeu. Faut pas tomber dans le trip non plus. Hein. Ils ont chacun leur qualité. Mais moi qui adorais Ayrton, de toute manière, pour moi, la Formule 1 n'a plus jamais été pareille après ce tragique accident du 1er mai 94. Donc courez-y. Ce sera le 25 mai. Oui. On vous dira sur le site dans quelle séance il salle, sera tu veux dire projeté, aussi, dans parce quelle que- salle. ouais. Parce qu'a priori, il n'y en aura pas beaucoup, malheureusement. Ouais. Alors, j'espère que devant le déferlement et le succès du film, eh bien, le distributeur, Océan, s'il vous plaît, mettez plus de ça. Voilà. C'est noté. Allez, on va se quitter là. Prochain rendez-vous du débriefing F1 sur motorstv.com. Eh bien, ce Après sera après le Barcelone. Grand Prix d'Espagne. Salut à tous. Salut à tous.